Et c'est donc un vif honneur d'être avec vous aujourd'hui en Val d'Oise pour cette journée très spéciale, puisque c'est une journée d'inauguration de l'IME, c'était ce matin, et puis c'est aussi le 70e anniversaire de la Mutuelle La Mayotte qui porte ces établissements. Alors je dois un merci particulier donc à Jean-Michel Floré, à François Delacour, Catherine Dupuis, au nom du comité de pilotage, de la confiance qu'ils m'ont témoignée en m'invitant à donner cette conférence et à être présent aujourd'hui à vos côtés. Je suis heureux d'y croiser Dominique Gillot, pour lequel j'ai autant d'estime que d'amitié. Heureux d'y croiser Lionel Degnaud, merci Lionel de tes mots encore, Catherine Selva et Jérémy Crins de la CNSA qui représente donc Marianne Monchamp. Merci à vous tous de votre présence. Alors c'est pas la partie la plus facile que vous me laissez parce que le repas vient de se passer, il fait un petit peu chaud dans la salle et je serai susceptible de vous endormir. Donc je vais faire tout ce que je peux pour ne pas vous endormir. Alors nous sommes convenus que je consacrerai mon propos à ce qui est l'essence même d'une convention internationale que nous avons signée, c'est la Convention des Nations Unies sur les droits relatifs aux droits des personnes handicapées. C'est une convention qui a été adoptée par l'Assemblée de l'ONU en 2006, très rapidement signée par notre pays dès 2007 et ratifiée fin 2009, tout début 2010. Et c'est une convention qui nous engage. Je vais y revenir tout à l'heure. Au cœur de cette convention, il y a une optique résolument inclusive. Résolument inclusive. Et on va donc se demander ensemble, j'en ai fait le titre de ma conférence, qu'est-ce qu'être inclusif ? Alors je le ferai selon trois temps. Je vous propose d'abord de réfléchir au contexte qui est le nôtre, et dans lequel se développe cette idée de société inclusive, et ce n'est pas neutre, il y a un contexte qui la porte, et qui est un contexte très paradoxal. Ensuite, qu'est-ce qu'être inclusif ? Et je vais faire une distinction, non pas coquette, mais essentielle pour moi, entre faire de l'inclusion et être inclusif. Et la différence n'est pas minime. Et ensuite, je terminerai en disant, bon, s'il faut penser une société ainsi, sur quel pilier, sur quel fondement, et je prendrai la métaphore de la maison, sur quel fondement pourrait-on la faire reposer ? Premier temps, c'est une notion qui se développe dans un contexte. Tu l'as dit, Lionel, moi je suis anthropologue, donc je suis professeur à l'université Lyon 2, tu l'as dit, et je m'intéresse donc à la perspective anthropologique. J'ai d'abord commencé mes travaux du côté des cultures, puisque j'ai vécu un temps de mon existence en Océanie, plus particulièrement, plus précisément aux îles Marquises, en culture maori. Et n'ayant pas beaucoup sauté les murettes du jardin de par mon milieu originel, j'ai été bousculé parce que ce qui était mon quotidien dans un petit village m'était apparu comme de l'absolu. Et franchir autant de kilomètres à 7 degrés sous l'équateur m'a fait reconsidérer beaucoup de choses. Et notamment prendre conscience concrète que le contexte culturel, c'était ce qui donnait sens et ce qui permettait d'interpréter évidemment différemment les mêmes phénomènes humains. Donc je vais resituer ça dans un contexte. Alors le contexte, c'est le suivant. C'est un contexte que j'appelle aussi lumineux qu'obscur. Aussi lumineux qu'obscur parce que notre contexte social est traversé de mouvements divergents. Et on a l'impression, je le dis de manière métaphorique, que l'idée de société inclusive est une idée ronde dans un monde carré. On a l'impression que ça va à contre-culture. Et que finalement, cette idée, vous en conviendrez volontiers, révèle quelque chose de manque que nous ressentons tous. Un manque, une attente, silencieusement, ou en le disant plus clairement, on désire un autre horizon. On désire un temps autre où, enfin, nous serions composés avec les irrégularités, les étrangetés et les fragilités des humains que nous sommes. C'est un temps contradictoire.
Parce que vous le voyez, vous l'entendez, c'est un temps qui prône l'égalité, c'est un mot important dans le triptyque de notre République, mais qui en même temps tente à hiérarchiser les vies, en jaugeant leur productivité ou leur rentabilité. Et nous voilà à nous demander, est-ce qu'un enfant en situation de handicap a une productivité scolaire ? Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant de moyens pour accompagner ces gens-là ? À quel moment et dans quelles circonstances, à quelles conditions ces vies valent le coup ou non d'être soutenues ? Ce sont des interrogations de notre temps. C'est un temps ambigu également, dans lequel se développe cette idée de société inclusive, parce qu'on connaît, vous et moi, des progrès sans précédent. Le siècle qui a précédé le nôtre en a été marqué de manière exponentielle dans le domaine scientifique, technique, de la connaissance de la vie, de l'univers. Ça a changé nos modes de vie, en tout cas chez nous, parce que la planète est dans une totale inégalité par rapport à ces progrès. Et pour autant, que constate-t-on à travers toutes les études sociologiques qui sont très convergentes ? On constate que nonobstant ces progrès exponentiels, eh bien, les écarts se creusent. Il y a un espoir séculaire de réduction des inégalités. Et que constate-t-on ? Si on veut bien ouvrir les yeux, on peut évidemment choisir, vous et moi, de passer au large des réalités. Mais ça, c'est autre chose. C'est une manière de s'en protéger. Que constate-t-on ? C'est que des îlots de commodité côtoient des océans d'empêchement. Ce qui est facile aux uns est extrêmement difficile pour les autres. Il n'est qu'à entendre ce que vivent certaines familles d'enfants en situation de handicap. On l'a dit ce matin, avec des sentiments de solitude, d'empêchement, de désarroi souvent, et d'isolement. Ce que vous faites ici, cette maison d'accueil pour les parents, en est ici une sorte d'attestation. Eh bien, ces écarts que l'on constate et à la réduction desquels nous devons travailler sont abyssaux à l'échelle du monde. Songez à ce chiffre de l'Oxfam lors du dernier forum économique de Davos dans les Alpes suisses qui indique qu'1% des plus riches du monde détiennent tout autant que tout le reste de la population. 1%. Il nous faut même, vous et moi, nous répéter souvent ce chiffre pour se demander si on n'est pas dans quelque chose d'erroné au niveau statistique. Non, c'est bien cela. Et parmi, puisque c'est cette question qui nous préoccupe, parmi les premières victimes de ces écarts abyssaux, il y a les personnes en situation de handicap, qui représentent, d'après le dernier rapport de l'OMS et de la Banque mondiale, qui a été publié à New York en 2011, 1/7 de la population mondiale. 1/7 de la population mondiale. C'est un temps paradoxal encore, dans lequel se développe cette idée de société inclusive, parce que c'est un temps qui affirme respecter les fragilités et qui en même temps les marginalise. Parce que nous nous perdons un peu dans notre temps dans des idéaux de puissance. Il faut être fort, il faut être puissant, il faut être dans l'illimité, dirait Dominique Schnapper, qui a travaillé sur ces questions. Et on voit que dans cette mécanique sociale, nous sommes les uns et les autres, et nous en sommes tous responsables et coupables. Ce n'est pas les autres, c'est nous aussi, nous faisons partie de ce temps. Et bien qu'il y a une loi d'airain de la compétition, jusqu'au posthumanisme qui rêve d'un homme zéro défaut, qui ne connaîtrait pas la maladie, qui ne connaîtrait pas le handicap, qui ne connaîtrait pas la mort, parce que chaque organe défaillant pourrait être remplacé par des systèmes robotiques. Et alors on se met à rêver de la mort de la mort. Et si nous pouvions devenir éternels ? Tant paradoxal. On respecte la fragilité, en même temps, on rêve de l'éradiquer jusqu'à notre finitude. Je cite souvent cette émission qui avait eu lieu sur Arte, sur la fabrique des bébés parfaits, sachant que par le tri embryonnaire, on peut maintenant penser qu'on va choisir la couleur des yeux,
le sexe, et qu'on n'est plus simplement dans une vision d'éradication de pathologie, mais qu'on est dans une recherche d'esthétisme. Temps ambivalent encore, dans lequel se développe cette idée de société inclusive, parce que c'est un temps où l'on parle très abondamment d'accompagnement, et on a raison de le faire, d'accompagnement humain, notamment de ceux qui ont des vulnérabilités surajoutées, mais en même temps, si là aussi on sait les entendre, pas simplement de temps en temps, on se rend compte que les plus vulnérables dans nos sociétés se sentent de plus en plus délaissés. Ils n'arrivent pas à suivre la course, se sentent désaffiliés et ont un sentiment croissant d'insécurité dans des sociétés qui se disent de plus en plus sécurisées. Autre paradoxe. Tant que je qualifie encore d'incertain, parce qu'il se qualifie comme indépendant d'esprit, mais là aussi, on ne parle pas des autres, on parle de nous, on se sent de plus en plus assujettis à des normes souveraines qui sont mises en scène à grand bruit. Et en tout domaine, on a des exigences normatives qui ne cessent de croître. On n'est jamais à la bonne taille, jamais au bon poids, jamais assez jeune, jamais assez rapide. Et on finirait par oublier que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des copies conformes à un modèle unique reproduit en millions d'exemplaires. Que nous ne sommes que des variations sur le même thème. Leibniz avait cette belle expression « nous sommes des inflexions, nous sommes des aspérités ». L'humanité n'est pas lisse, elle n'est pas uniforme. Or, s'impose à nous une sorte de norme permanente à tous les niveaux. Et le niveau éducatif n'y fait pas exception. C'est un temps indécis qui dit faire place à la diversité, c'est un terme qui fait florès, mais on le voit bien. Là aussi, on ne peut pas s'abuser. On voit que ceux qui, de par leur manière d'être au monde, n'entrent pas dans les cadres usuels de reconnaissance, se voient plus ou moins exclus de la photographie de famille. Ils ont du mal à trouver leur place. Ils ne sont pas invités au bal, souvent laissés de côté. Et voilà qu'on se demande, avec une sorte de mirage dans lequel nous tombons, le mirage de la normalité, on se demande comment on pourrait normaliser les anormaux, comment on pourrait caser les incasables, classer les inclassables. Dans quel dispositif, dans quelle structure? Comment on pourrait ranger les dérangés? Ce fantasme permanent de la normalité. Finir sur ce thème, je dirais que la normalité dans notre société est un peu à marche forcée. Et que cette normalité à marche forcée fabrique toujours plus d'inconfort. Toujours plus d'inconfort. Et la problématique de ceux qui vivent le handicap au quotidien, dans leur chair, dans leur esprit, et ceux qui les accompagnent au quotidien, je pense aux familles, c'est quelle est notre place dans ce contexte-là? Quelle peut être notre place? J'accède à une place. Est-ce que je vais garder ma place? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je vais trouver place? C'est un temps désarmant. Parce que c'est un temps qui part de différences, mais qui en même temps rêve d'un ordre fantasmé. Alors avec des justifications diverses, la différence est quelquefois absolutisée. Et je vous avoue que maintenant, j'utilise quasi plus cette expression. On dit les personnes handicapées sont des personnes différentes. Nous le sommes tous. Il n'y a pas d'absolu de la différence. Parce qu'à force de mettre l'accent sur la différence, on finit par dichotomiser l'humanité. Il y aurait des différents, les personnes en situation de handicap, et les autres ne le seraient pas. Les autres, non. Eux, ils sont vraiment totalement identiques les uns aux autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je crois qu'il y a là un défaut de pensée que nous devons corriger. Nous voyons de l'extraordinaire là où il n'y a que de l'ordinaire. Dans tout le règne vivant, qu'il soit végétal, qu'il soit animal, qu'il soit humain, à partir du moment où il y a vivant,
il y a imperfection, il y a aspérité et il y a finitude. Donc, le handicap n'est pas annexe, il n'est pas à part, il est une expression de notre condition humaine commune. Qui d'entre nous ne se sent pas fragile, physiquement, intellectuellement, affectivement, j'en passe et des meilleurs? Nous sommes tous. Il n'y a pas donc deux humanités. Une humanité handicapée, une humanité qui ne l'est pas. Et les uns diraient, les autres sont différents. Non. Nous avons des singularités, vous et moi, y compris ceux, comme ceux qui sont en situation de handicap, mais nous sommes les mêmes. Il y a un universel qui nous réunit. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est le fondement de l'affaire. C'est le fondement de l'affaire. Alors dans ce contexte-là, un contexte donc ambivalent, que nous vivons tous, là aussi, je répète, je ne parle pas des personnes en situation de handicap ici, je parle de nous tous, elles y compris. Donc dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'être inclusif? Alors dans un tel paysage, on se dit, mais quel est le sens de ce mot? Alors évidemment, on peut aller très vite, en se disant, on parlait d'intégration, maintenant on va parler d'inclusion. Mais on n'a rien résolu à l'affaire. Parce qu'un changement, une ambition de changement profond, parce que nous sommes humains, eh bien, requiert un répertoire terminologique clair et signifiant. Ce qui importe, c'est que le sens des mots, la signification profonde gouverne le choix des mots et non pas l'inverse. Et quand on emploie de mauvais mots, les modes d'action et les pratiques ne peuvent être que flottantes ou dérivantes. Et ça, on peut parfois le regretter. Aussi, je vous propose d'examiner sans esquive le sens du mot inclusion. Je répète, que je n'utilise plus. Je vous dirai pourquoi. Le sens du mot inclusion est loin d'une inflexion mineure. Passer d'inclusion à inclusif, au contraire, c'est d'autres manières de dessiner des voies pour la question qui nous préoccupe. Alors le mot inclusion, je me suis d'abord livré à une étude étymologique, parce que sinon on ne s'accordera pas. Vous êtes d'accord, on utilisait le mot intégration, il vient du latin integrare, qui veut dire mettre un élément dans un ensemble, bref, l'incorporer, mettre dedans. Voilà ce que ça veut dire. Et on dit, mais inclusion ne veut pas dire la même chose. Je suis désolé, c'est la même chose. La racine includere renvoie à l'idée, je suis précis, de mettre dedans et d'enfermer. Et ça, les mots occlusion en sont dérivés, le mot clôture en est lui-même dérivé, et le mot cloître en est dérivé. C'est mettre dedans et enfermer. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Qui d'entre nous le voudrait? Être mis dedans et enfermé? C'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on prend l'étymologie, ensuite de voir les champs d'utilisation du mot inclusion. Alors, j'en ai pris quelques exemples. Du côté de la minéralogie, j'en prends 3 ou 4, une inclusion, on parle d'une inclusion, lorsque un corps solide, liquide ou gazeux, écoutez bien, d'une nature différente, ça c'est important à entendre, est pris dans un ensemble, d'une nature différente. On parle encore d'inclusion en verrerie, c'est la même chose. Lorsqu'un corps étranger est pris dans le verre, on parle d'une inclusion en verrerie. On parle d'inclusion en odontologie, vous savez, cet art dentaire, lorsqu'une dent, vous savez, souvent ça arrive, c'est les dents qu'on appelle, je crois, les dents de sagesse, c'est ça. Elles sont prises dans l'arcade osseuse et il faut les désincarcérer. On parle alors d'une inclusion dentaire. On parle d'une inclusion en biologie, une inclusion fétale, lorsque le reste d'un fœtus est pris à l'intérieur d'un fœtus jumeau. Toujours ces corps étrangers pris dans un ensemble et enfermés. Si on se tourne maintenant vers les dictionnaires, 3 j'en ai pris. Fin du 19e, le littré. L'inclusion dans le littré était utilisée dans une science qu'on appelle la tératologie, qui étudie les monstres.
pour les phénomènes monstrueux. La monstruosité, je lis par inclusion, est celle dans laquelle un ou plusieurs organes d'un fœtus sont enfermés dans le corps d'un autre. On appelle ça l'inclusion. Trésor de la langue française, c'est un dictionnaire qui a été fini en 1994. Il met en lumière la même signification. L'inclusion, c'est la présence d'un corps étranger dans un ensemble auquel il n'appartient pas. Faites fonctionner, quand on dit une inclusion scolaire, faites fonctionner, c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas l'astuce terminologique, c'est le sens profond. Ça met en extériorité, en étrangeté, un enfant dans un système auquel il n'appartient pas, et avec lequel il n'est pas homogène. Prenez encore, et je termine avec ça, le dictionnaire académique de l'Académie française, dictionnaire de l'Académie française, dont le 4e tome est en cours d'édition. Et lui aussi, puisque là il est très actuel, il parle de la présence d'un corps hétérogène dans un milieu auquel il n'appartient pas. Nous avons fait le tour. Et nous sommes, convenez-en, très gênés. Si c'est cela que nous voulons faire, alors nous nous trompons. C'est pourquoi je vous suggère, et vous avez parlé de ce livre, en fait, ce n'est pas le dernier, c'est un livre que j'ai écrit en 2012, je crois, le temps a passé, mais il a été plusieurs fois réédité. C'est pourquoi je suggère d'utiliser plutôt l'adjectif inclusif. Pourquoi ? Parce que l'adjectif inclusif, que vous pouvez conjuguer avec l'ensemble des morceaux qui composent la mosaïque sociale. Vous dites éducation inclusive, entreprise inclusive, pratique culturelle inclusive, habitat inclusif, ça fonctionne très bien. Donc ce n'est pas une gêne dans le langage. Il est bien plus intéressant parce que lui, il s'oppose directement à exclusif. Exclusif. Ce qui est exclusif, là aussi, la définition, c'est ce qui appartient à quelques-uns à l'exclusion des autres par privilège spécial. Et ça nous intéresse. C'est-à-dire qu'une société inclusive, c'est une société qui n'admet plus les exclusivités persistantes dans une société. Il n'est écrit nulle part que l'école de la République doit être une école exclusive à des enfants qui ont la chance d'être nés ou d'être préservés du handicap. C'est l'école de tous. Ce n'est pas une école exclusive. C'est une école inclusive. Habiter dans des lieux agréables ne peut pas être l'exclusivité à ceux qui ont de la chance d'être préservés du handicap. C'est un habitat inclusif qu'il faut penser. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à faire ? Utiliser le terme inclusif, ça nous amène, vous et moi, dans notre quotidien, à lutter contre toutes les formes d'exclusivité, sous-entendu de privilèges. Quand nous allons au cinéma, et que des personnes en situation de handicap ne peuvent pas rentrer dans la salle, sous prétexte qu'il y a des problèmes de sécurité, eh bien, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé. On se sent mal parce qu'on se dit « j'ai de la chance de profiter de cette exclusivité ». Les autres doivent rentrer chez eux parce qu'ils ne seraient pas prudents dans cette salle de cinéma, etc. Que fait notre société pour lutter contre toutes ces formes d'exclusivité ? Donc, être inclusif ne consiste pas à faire entrer, et je reviens à l'étymologie, ne consiste pas à faire entrer un élément prétendument extérieur dans un milieu auquel il n'appartient pas, à le mettre dedans en l'y enfermant. Un enfant, c'est ce que nous a rappelé Catalina Davendas, la rapporteuse spéciale de l'ONU. Elle ne l'a pas rapporté de manière vindicative ou désagréable. Elle nous a invités à réfléchir. Il est des enfants qui sont comptabilisés en inclusion scolaire. Mais la classe n'est pas inclusive. Parce qu'ils n'ont pas leur vraie place. On n'a pas adapté la pédagogie. On ne prend pas suffisamment de temps pour eux. Ils ne sont pas suffisamment accompagnés. Des progrès sont faits, et je ne le nie pas. Mais il nous faut encore progresser en ce sens. Être inclusif ne consiste pas à mettre dedans en espérant que quelqu'un se normalise et soit comme les autres. Ça ne marche pas comme ça. Nos vies ne sont pas faites ainsi. Parce que nous sommes des variations sur le même thème. Mais nous sommes des variations.
Donc, je ne sais pas, ça vous est certainement arrivé, moi ça m'est arrivé. On est invité dans un lieu, à un dîner, à une soirée. On est dedans, on nous a mis dedans, par carton d'invitation. Mais on n'a qu'une hâte, c'est foutre le camp. Parce qu'on est dedans, mais c'est vraiment pas inclusif. Hein. Ils ne se sont parlé qu'entre eux, ils avaient des codes secrets et on se sentait exclus. On était dedans, on était en inclusion, mais ce n'était pas inclusif. Et alors il y a d'autres lieux qui sont inclusifs, vous sentez invité, les gens prennent précaution de vous accueillir, de vous faire participer, et d'autres non. Donc être inclusif, c'est pas mettre dedans. Le comprendre, pour éviter de faux débats, c'est se mettre soi-même en situation. Non pas de manière narcissique, mais se mettre en situation. Se trouver, être placé sur un même territoire, dans un même établissement, ne garantit pas d'en faire partie au sens premier du terme. D'en faire partie. On en fait partie quand on peut en partager le patrimoine. Patrimoine éducatif, professionnel, culturel, artistique, communicationnel. C'est ça. Les amis, moi je crois, plus j'y réfléchis, plus je me dis que nous sommes confrontés, tous ensemble, à ce qui constitue le noyau dur de notre culture, qui est belle, qui est digne, mais qui a ses limites comme toute culture. Pas plus ni moins. Ce noyau dur, quel est-il ? Nous avons construit historiquement une certaine vision des choses. Il y aurait un dedans et il y aurait un dehors. Alors il y a des enfants qui seraient dedans, par exemple en éducation, ils seraient dans l'éducation nationale, et d'autres, il y aurait un dehors qui aurait été créé, le secteur médico-social, ce n'est pas le même ministère, c'est la santé, ils sont plus à soigner qu'à éduquer, en fait c'est très ambigu. Hein. Un dedans et un dehors. Il y a des gens qui peuvent aller dans le lieu de loisirs, les autres, on se dit quand même, c'est un luxe pour eux, il vaut mieux qu'ils restent dehors. Et alors on imagine que certains pourraient s'accaparer le dedans, et qu'ils seraient alors des sortes de portiers, de gardiens du temple, de vigiles, qui diraient à ceux qui sont dehors, « Je te permets d'entrer ». Mais qu'est-ce que c'est ce privilège ? Où est-il écrit que par naissance, il y a des gens qui peuvent s'autoriser à dire à certains « Mais tu peux entrer ?» Et par naissance, on est déjà dedans. On n'a pas besoin de nous dire d'entrer. On n'est pas des éléments exogènes. Tout être qui arrive à la vie fait partie de la maison commune. Qu'est-ce qu'être inclusif ? C'est aménager la maison pour qu'il trouve place. Et alors, on comprend tout de suite qu'être inclusif, ça procède de l'aménagement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On accommode, on accompagne, on met en place des auxiliariats, on met des plans inclinés, éducatifs, pédagogiques, professionnels. Dans tous les domaines, il nous faut des plans inclinés. Pourquoi ? Parce que d'aucuns ont de très bonnes jambes et ils peuvent franchir très rapidement le sommet de la montagne, et d'autres auront besoin de passer par des chemins plus transversaux. Mais c'est cela être inclusif. C'est favoriser par l'aménagement de la maison la vie commune à l'intérieur de la maison. Mes amis, je n'ai pas trouvé d'autre métaphore pour le formuler. La société, notre but dans la visée inclusive, c'est de faire de notre société un chez-soi pour tous. Parce que par naissance même, on est dans la maison. Cette vision culturelle que nous avons, qui est très ancrée chez nous, je ne dis pas qu'ailleurs c'est mieux, ce que je dis c'est qu'ayant vécu en Océanie, les perceptions étaient différentes. On n'est pas coupable, c'est une construction historique. Eh bien, nous joue de mauvais tours. Et on comprend mal cette visée inclusive parce qu'elle vient frapper contre le noyau dur. Les uns d'un côté, les autres de l'autre. Les jeunes, les vieux. Et on sépare. Les handicapés, les non-handicapés. Et on finirait par se dire, mais ce n'est pas la même humanité. Et voyez tous les débats mal posés sur la question de l'affectivité, de la vie sexuelle. On se dit, mais eux, c'est un luxe ça. Ils ne vont quand même pas demander à avoir une vie amoureuse et une vie sexuelle. Ça, c'est pour nous. Eux, ce sont des nécessiteux, ce ne sont pas des êtres de désir. Et on se dit, ce sont des êtres de besoin. On a répondu à leurs besoins, ça ne suffit pas.
On fait la même chose avec le grand âge. Hein. On se dit, eux, on leur porte le petit déjeuner à l'heure, les médicaments quand il faut. Ils vont quand même pas en demander plus. À leur âge. À leur âge. Vous voyez, je trouve que c'est, comment dire, ça nous interroge, mais puissamment, puissamment, sur une vision sociale, sociétale, une vision de la relation à l'autre. Hein, parce que nous sommes souvent dans des visions compartimentées. Et ce que j'ai entendu ce matin de la Mayotte, c'est que vous êtes, c'est pour ça que j'ai souri en employant le slogan tout à l'heure de Steineken, c'est pas un auteur recommandable, c'est ouvrir le monde, ouvrir notre monde. Finalement, offrir au sein de l'ensemble commun un chez-soi pour tous. Et là aussi, c'est ambivalent. Parce que voyez les mouvements du monde, quels sont-ils? On est chez nous. C'est chez nous, vous n'allez pas venir nous envahir. Et symboliquement, on a des ponts qui s'écroulent. Et on a des murs qui s'élèvent. Et on est donc à contre-culture. Je l'ai dit au départ, une idée ronde dans un monde carré. Mais ce n'est pas décourageant du tout. Parce que c'est un horizon. Et ce qui serait décourageant, c'est de ne plus avoir d'horizon. Alors on pourrait passer notre temps ensemble à se dire c'est une utopie, c'est de l'irénisme, c'est de l'angélisme. Moi je veux bien, hein. Pourquoi pas, on peut le penser. Hein. Mais la liberté, c'est un angélisme. La fraternité aussi. L'égalité aussi. On a besoin d'horizons. Et nous avons besoin d'un horizon au moment où on constate que nous devenons souvent, malheureusement, des juxtapositions d'individualisme. Où le territoire des uns n'est pas le territoire des autres. Et cela nous amène à donc travailler la maison. Parce que c'est ça le défi, c'est travailler la maison. C'est pas mettre dedans. Parce que si on vous met dans une maison et que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne gagnerez rien du tout. Vous y serez exilé. Il y a des exils à l'intérieur qui sont pires que des placements à l'extérieur. Et la vision de la désinstitutionnalisation comme une sorte de fondamentalisme, de brutalité, serait de cet ordre. Par un mouvement du balancier. Notre action sociale s'est basée sur les institutions, avec le meilleur, il faut quand même le dire, le pire aussi parfois, parce que les institutions se sont refermées. Et aujourd'hui, on ne nous dit pas de détruire les institutions, on nous dit de les déconstruire, au sens de Derrida, c'est-à-dire déconstruire n'est pas détruire. Déconstruire, c'est désenquister, perméabiliser, les faire plus poreuses, plus ouvertes à la cité et pour la cité. C'est ce que vous faites ici et que j'ai ressenti depuis ce matin. Donc travailler le milieu, faire tomber les barrières environnementales. Quand on parlait tout à l'heure avec madame du facile à lire, facile à comprendre, et c'est évident que le facile à lire, facile à comprendre n'élimine pas la déficience mentale, mais on n'a pas dit ça. On a dit que le principe de ce langage, c'était un principe d'aménagement de la maison. Parce que si vous n'aménagez pas les langages, il y a des gens qui ne peuvent pas vous comprendre. C'est la langue des signes, c'est le facile à lire. Alors, vous voyez, ce qui prime, c'est cela, dans la société inclusive, c'est l'action sur le contexte. C'est une manière de dire à chaque citoyen ce que tu vis, tes difficultés, ton handicap, rien ne peut te priver de bénéficier de l'ensemble des droits communs et des biens communs. Parce qu'ils sont patrimoniaux. Ils sont patrimoniaux. Alors je termine dans le petit quart d'heure que j'ai, je ne veux pas dépasser 45 minutes, parce que je voudrais qu'ensuite ça laisse la place au débat, sur les fondements de cette société. J'ai trouvé, y réfléchissant, lorsque j'ai fait ce livre, je l'ai amendé un peu depuis, mais j'ai toujours travaillé sur la métaphore de la maison. Je trouve qu'elle nous parle, cette métaphore de la maison. Hein. Et cette métaphore de la maison m'a amené à dégager les 5 piliers qui pourraient la porter, comme autant d'axiomes, c'est-à-dire de principes, ce qui vaut, ce qui est digne. Parce que je pense que la notion de société inclusive renvoie aussi, de manière sous-tendue, à l'idée d'une société décente. Parce qu'il est indécent
il est indécent, et on peut en convenir, de donner à certains de nos semblables l'idée qu'ils sont un peu étrangers, qu'ils sont gênants, qu'ils sont des fardeaux et qu'ils n'ont pas leur place. C'est indécent. Eh bien, cette société décente, cette société inclusive, repose d'abord, il me semble que c'est le pilier porteur, à mes yeux c'est le pilier porteur, repose sur l'idée que d'un patrimoine humain et social commun. Un patrimoine. Et que personne, nul d'entre nous, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit en situation de handicap, jeune ou vieux, ne peut avoir l'exclusivité de ce patrimoine. C'est un patrimoine commun. Il est composé de ce que nos devanciers nous ont légué, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, et composé de l'héritage horizontal que nous tissons durant notre temps éphémère de passage. Même si nous avons le désir d'éternité. Ce n'est pas le cas. Donc que chacun a un droit égal à jouir de ses biens communs. Chacun a un droit égal. Et donc l'idée de société inclusive tourne le dos à toute forme de captation qui accroît de fait, le nombre de personnes empêchées de bénéficier, sur la base de l'égalité avec les autres, de ces biens communs, c'est-à-dire des moyens d'apprendre, de communiquer, de se cultiver, de créer, de faire œuvre. De faire œuvre. Comment se peut-il que nous soyons si éloignés les uns des autres pour que nous ne comprenions pas ça? Chacun d'entre nous, à sa mesure, à sa plus petite mesure parfois, a envie de faire œuvre. Le pire d'une vie, c'est d'être désœuvré et de se sentir inutile. C'est le pire. Et je pense ici à ces mots de Rousseau sur cette question du patrimoine commun, l'œuvre commune. Il disait ceci, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, mais que la terre n'est à personne. Les fruits sont à tous et la terre n'est à personne. Ça résume toute la perspective inclusive. C'est le patrimoine commun. Donc une société, je l'ai formulé comme ça fait presque la 4e couverture de mon livre, je dis une société n'est pas un club. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que dans un club, on a des membres qui s'accaparent l'affaire à leur profit et qui en jouissent de manière exclusive. Ce n'est pas ça, une société. Ce n'est pas non plus un cercle qui serait réservé à quelques-uns, comme ça, et qui dirait aux autres « tu aurais les mêmes droits que moi si tu étais comme moi ». Ça ne peut pas fonctionner comme cela. On est ici dans des systèmes d'exclusivité. Dans une société, personne, je le répète, n'a l'apanage de prêter, de donner ou de refuser ce qui appartient à tous, par naissance même. Et aucune part de ce patrimoine ne peut être l'exclusive de majoritaire que la naissance ou le cours de la vie a préservé du handicap et qui dirait à d'autres, toi, tu es minoritaire, tu prendras les miettes. Je l'ai dit ce matin, l'excellence en éducation serait réservée aux excellents et les autres n'auraient que des pis-aller. Dans un rapport qui avait été fait par Pascal Jacob sur la question du soin, il montrait que là aussi, dans le soin, il y avait des exclusivités. Comment peut-on admettre que des parents passent tant de nuits d'insomnie parce qu'ils ne savaient pas comment faire soigner les dents à leurs enfants? Parce qu'ils ne trouvent pas de dentiste qui veulent le faire. Alors, les choses se sont améliorées. Mais le soin ne peut pas être l'exclusivité. Double peine. Plus tu as besoin d'attention et de soins, moins on te les donne. C'est fondamental dans notre société. Il n'y a pas des dedans et des dehors. Nous sommes les mêmes. Deuxième axiome invite à contester l'exclusivité de normes. Je l'ai dit tout à l'heure. Dans un temps où la norme ne cesse de s'afficher, on ne se sent jamais à la norme. Jamais à la norme. Alors du coup, cette exclusivité des normes, que l'on pense absolue, mais qui ne sont que des constructions culturelles, convenez-en. Ce qui est normal ici est tout à fait anormal là-bas. Ce qui est beau ici est tout à fait moche là-bas. Ce qui est juste ici est injuste là-bas. C'est comme ça. Et c'est vrai, moi je l'ai dit tout à l'heure, j'étais celui qui n'avait jamais voyagé, je suis arrivé dans ces lieux, je me disais, mais ils ne sont pas normaux ces gens-là. Et c'est moi qui n'étais pas normal. Parce que j'avais cru que mon monde était absolu.
Eh bien, les normes, c'est la même chose. Alors, cette exclusivité des normes, dont nous sommes les produits, mais là, ce n'est pas notre faute non plus. Nous sommes les produits de systèmes très normatifs. L'éducation nationale, j'aime cette maison, elle m'a tout donné, et je lui dois beaucoup, mais elle est très normative. On se demande si à 6 mois près, on est dans la bonne classe. Si à 0,5 près, on peut passer à la classe supérieure. Il faut être au bon âge, à la bonne classe, à la bonne moyenne. Sinon, réflexe, on n'est pas mal inspiré, on est produit d'un système. On se dit, est-ce qu'il a sa place? Est-ce qu'il a sa place? Mais oui, il a sa place. Et on voit bien que les pays qui ont le plus avancé sur ces questions, notamment scolaires, sont des pays qui, nonobstant le fait que des enfants ne soient pas à la moyenne, ont résolument compris qu'on ne pouvait quand même pas les empêcher de grandir à leur mesure. Sous prétexte que les gens ne sont pas à la moyenne, on se dit qu'ils ne peuvent pas grandir. Mais si, à leur mesure. Mais ils ne seront pas à la moyenne. Quelqu'un qui a une déficience intellectuelle dans la zone moyenne ou plus, il ne sera pas à la moyenne. Mais quel est le problème? Le problème, c'est qu'il doit grandir quand même à sa mesure. Il doit grandir à sa mesure. On voit que la visée inclusive nous amène à nous élever contre une emprise excessive de la norme. Dans beaucoup de domaines, je vous rassure, je n'ai jamais vécu de culture, connu de culture, qui ne soit pas normative. Toutes les cultures sont normatives. C'est à des degrés divers. Quelquefois, chez nous, on peut penser que la norme préside de manière assez inconsciente, comme partout, mais parfois de manière un peu obsessionnelle, et même parfois névrotique, dans certains domaines. Troisième axiome qui renvoie au concept d'équité. Penser une société inclusive, c'est obligatoirement sous-tendu par la problématique de la refondation de la justice sociale, de l'égalité formelle, de l'égalité réelle et des conditions d'exercice de l'égalité. Parce qu'une société humaine n'est rien sans des conditions d'équité. Alors je vais le formuler de manière simple et rapide pour bien se comprendre. Nous sommes résolument dans l'inégalité. Dès la naissance, on est né quelque part, on est né dans une famille qui nous porte, une famille qui nous entrave, dans un pays riche ou dans un pays de la faim. Songeons qu'à l'échelle du monde, encore un enfant meurt de faim toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. C'est dire les écarts abyssaux que connaît notre planète. Nous sommes nés là ou ailleurs. Nous sommes nés avec un potentiel du corps ou de l'esprit, et nous ne l'avons pas choisi. Dans la cour d'un prince ou dans la grande pauvreté. Et nous ne l'avons pas choisi. Alors faire de l'équité dans une société inclusive, ce n'est pas se mesurer à partir des inégalités que personne n'a choisies, mais c'est tenter de moduler les réponses pour rétablir autant que faire se peut de l'égalité, qui est un horizon. On ne les comblera jamais, toutes les inégalités. Mais faire de l'équité, c'est apporter des réponses modulées pour tenter de corriger les inégalités, que nous n'arriverons jamais tout à fait à corriger. Mais les horizons ont cet avantage, c'est qu'on ne les atteint jamais, mais qu'ils donnent la force d'avancer. C'est ça, l'équité. Faire plus pour les moins armés et les plus précarisés. Alors que, si nous observons, trop souvent, nous faisons exactement l'inverse. Quatrième axiome, il nous invite, et là aussi on peut soi-même se mettre en situation aisément, il nous invite à distinguer deux notions, moi qui me sont très chères, parce que pour moi elles sont très signifiantes. Elles nous invitent à distinguer vivre et exister. Dans le mot vivre renvoie à tout ce qui est de l'ordre de l'autoconservation. Pour vivre, une plante a besoin d'être arrosée, d'avoir une terre la plus fertile possible. Un animal a besoin d'être soigné, alimenté, et nous ne faisons pas exception à ça. Faute de quoi, nous ne vivons plus, c'est-à-dire la vie s'arrête. Biologiquement, elle s'arrête. C'est l'autoconservation. Mais les humains, il ne nous suffit pas de vivre. Nous voulons exister. Et là aussi, le comprendre, c'est se mettre soi-même en situation. Nous voulons être reconnus, c'est ce qui nous fait exister. Nous voulons appartenir à un groupe, se sentir utile.
Si on se sent un fardeau, on ne se sent plus exister. On a besoin de proches, d'affectivité, d'amitié, de reconnaissance, de relation à soi et aux autres. Ce qui doit nous appeler à une attention particulière pour les personnes blessées dans leur corps ou leur esprit, ou les personnes du grand âge, c'est de nous dire que l'on peut cesser d'exister avant d'avoir fini de vivre. Parce que tout le monde s'en fout. Parce qu'on ne compte plus pour quelqu'un. Qu'est-ce qui nous fait exister, en fait? Ce qui nous fait exister, c'est de compter pour quelqu'un, de se sentir un élément utile dans le patrimoine commun. Or, trop souvent, on se dit, mais ils ont la hache, ils ont des maisons pour les accueillir, ils ont des soins. Oui, bien sûr qu'ils ont ça, il ne faut pas le contester, il faut encore l'améliorer. Mais, pour exister, il y a toujours ce désir originel. Et il est le même pour nous tous. Soigné par tous, on peut mourir de n'exister pour personne. Et c'est le drame de beaucoup de personnes. Soigné par tous, mais n'exister pour personne. Et c'est le plus cruel dans la condition humaine. C'est le plus cruel. Alors sur le handicap, on peut savoir, on peut être savant. Je reprends le mot de Tolstoï dans Les Cosaques. C'était un vieux soldat russe qui amenait de jeunes cadets en forêt. Et ce jeune cadet, c'était de brillants officiers qui sortaient de l'école militaire avec leurs diplômes, leurs sciences, leurs médailles. Et cependant, ils étaient incapables de déchiffrer la nature et de comprendre les autres. Et le vieux, la personne la plus âgée, a ces mots, ils sont savants, mais ils ne savent rien. Ils sont savants, mais ils ne savent rien. Ils ne savent rien de la condition humaine. Donc le handicap met en problématique cette question de l'empêchement. Et je réfléchis depuis longtemps, comme vous devez le faire, sur l'idée que les mots s'usent, ils vieillissent, comme nous le faisons, et qu'il faut les renouveler, parce qu'ils ont perdu de la signification. Et je me dis, et si le mot handicapé est dans ce cas? Alors, on pourrait penser qu'il ne faut pas le remplacer, mais il nous faut quand même, à un moment donné, qualifier une situation, ça la stigmatiser. Et je me disais, le mot empêcher est peut-être le meilleur. Parce que empêcher par une difficulté personnelle, mais empêcher aussi par un contexte qui renforce l'empêchement. En tout cas, on voit bien ici qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'essentiel, que les forces vitales peuvent être laminées parce que la personne ne se sent plus exister. Et on voit bien qu'on peut, si on y prend garde dans nos sociétés, tendre à négliger les goûts, les opinions de ces personnes, de ces enfants, de ces adolescents, de ces adultes qui vivent une situation de handicap. On ne sait plus entendre leurs aspirations, leurs peurs, leurs élans vitaux, leurs accablements, leurs idéaux, leurs rêves. Et ces rêves sont si peu entendus pour eux qu'ils finissent par se perdre. Parce que nous sommes tous des êtres pris dans des flux de désirs, de passion, de volonté. Eux aussi. Il n'y a pas des dedans, il n'y a pas des dehors. Nous sommes les mêmes. Seule l'expression est différente. Dernier temps, je synthétise beaucoup et je m'arrête. Dernier pilier de cette société inclusive, c'est un peu le sous-titre de mon livre. Comme sous-titre, moi j'avais souhaité que ce soit le titre d'ailleurs. Le sous-titre, c'est, tu l'as dit Lionel, le titre c'est la société inclusive, parlons-en. Et j'ai mis un sous-titre, il n'y a pas de vie minuscule. Et j'avais demandé à l'éditeur d'en faire le titre. Il m'a dit non, c'est trop métaphorique, on ne saura pas de quoi ça parle. Très bien, donc on l'a mis. Et finalement, ensuite, il a été traduit dans d'autres langues, et notamment en italien, ils en ont fait le titre. Moi, je préférais le sous-titre. Il n'y a pas de vie minuscule. Pourquoi? Parce que ça me paraît aussi un pilier essentiel d'une société inclusive. C'est une société qui remet en cause les phénomènes de hiérarchisation, auxquels, là aussi, on finit par s'habituer. Alors, je reprends ce thème important. Il n'y a pas deux humanités. Penser
pour des enfants, des adolescents, comme vous le faites, des adultes en situation de handicap, c'est penser sans méconnaître la singularité, mais penser dans un universel de la même condition humaine. La singularité ne doit pas cacher l'universel. Il n'y a pas deux humanités. Et dans l'esprit, c'est comme ça que ça se construit parfois. Il y aurait des forts, personnes qui ne sont pas handicapées, et des faibles, des personnes handicapées. Il y aurait des gens excellents, éminents, et des gens plus insignifiants. Eux, ça ne vaut pas bien le coup de les entendre, ils sont un peu insignifiants. Hein. Les forts, les faibles. Dichotomie. Des vies minuscules et des vies majuscules. Les vies minuscules, c'est eux. En fait, là aussi, tous ensemble, nous finissons par oublier que nous sommes une humanité ambiguë. Ambiguë. Aujourd'hui, vilain petit canard, et demain, prince. Aujourd'hui, bien, et demain, mal. Entre meilleur et un pire. Nous sommes en permanence dans cette ambiguïté. C'est pas un pessimisme, c'est un réalisme. Nous sommes infiniment fragiles et ambigus ensemble. Il n'y a pas deux humanités. Nous sommes les mêmes. Je l'ai dit, des variations sur le même thème. Deux visages, l'un de grandeur et d'ordre, et l'autre de dénuement et de chaos. De dénuement et de chaos. La clarté avec l'ombre. Mais ce n'est pas dissociable. Il n'y a pas des gens de l'ombre et des gens de la clarté. Ça, c'est une illusion. Il n'y a pas des gens plus grands que les autres. Il y a des gens qui savent se mettre sur un piédestal. C'est autre chose. Ça ne change pas leur taille. Ça change leur présentation. Une société inclusive ne peut donc pas se construire en opposant des humanités. Henri Laborie, qui est le grand-père d'Emmanuel Laborie, disait « Quand on comprend que les hommes s'entretuent pour établir leur domination ou la conserver, on est tenté de conclure que la maladie la plus dangereuse pour l'espèce humaine n'est pas le cancer, ni les maladies cardiovasculaires, comme on tente de nous le faire croire, mais plutôt le sens de la hiérarchisation. » Il était, vous le savez, médecin chirurgien, neurobiologiste, et c'est lui qui a introduit d'ailleurs l'utilisation des neuroleptiques. Il y a je termine avec ça, dans l'idée de société inclusive, que nous partageons donc une condition universelle. Et que toute vie est irrémédiablement chétive, et qu'elle peut être bousculée à tout moment. Et que d'autres l'ont été à l'aube de la vie. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi, mais nous sommes les mêmes. C'est difficile dans une société qui est souvent ivre de ses rêves de puissance et d'éternité. Parce que je crois que tout le drame de notre condition humaine, c'est qu'on lutte contre notre propre condition. Et que finalement, ça nous arrange bien de penser qu'on n'est pas du même côté de la table. On est du même côté. Du même côté. On est du même côté. On est du même patrimoine. Et vous voyez, cette question de la société inclusive renvoie, je crois, à lutter, allez, on va le dire comme ça, pour aller vite, contre des formes d'arrogance. Parce que ce qu'on appelle la normalité, en deux mots, être normal, ce n'est pas une souveraineté. Ce n'est pas une souveraineté. Il n'y a pas de raison de se sentir souverain parce qu'on a eu la chance d'être préservé de ça. Et il n'y a pas des infra-humanisés parce qu'ils sont en situation de handicap. Donc vous voyez, ça nous conduit à une réflexion sociétale beaucoup plus profonde que la question seule du handicap. C'est un investissement beaucoup plus global. Parce que ça nous amène à nous dire nul ne peut interdire à quelqu'un d'accéder à une existence, fût-elle éphémère. Nous voulons tous exister. Donc du coup, c'est tracer le chemin des droits. Et moi, je me retrouve bien dans ce poète chilien que vous connaissez, qui s'appelle Pablo Neruda. Il disait « Je veux vivre dans un monde où les êtres soient simplement humains, sans autre titre que cela.
sans autre titre que cela. Alors que nos fonctions nous amènent à des titres, l'un est président, l'autre secrétaire, l'autre ministre, peu importe, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais il n'y a qu'un titre fondamental. Nous sommes humains ensemble. Donc c'est pas simplement, la question de la société inclusive n'est pas simplement un changement d'attitude, comme on le dit quelquefois, de regard. C'est pas, oui, c'est vrai, on peut utiliser ces mots par facilité. Mais c'est penser, ça nous conduit à penser le handicap à une autre hauteur. C'est plus une question d'altitude qu'une question d'attitude. Si on continue, je termine avec ça, une conviction, je vais vous la livrer. Si on continue à penser le handicap à part, à le surparticulariser, on ne traitera jamais bien la question. Et je pense d'ailleurs que les lois particularistes, il y en aura de moins en moins, ou il y en aura plus, je ne sais pas si Dominique me démentira, parce qu'elles le mettent à part. Elles mettent à part. Éduquer, ça touche tout le monde. On n'a pas besoin de... Il faut que dans les lois sur l'éducation, il y ait toujours les aménagements pour ces enfants-là. Sur le travail, sur l'art, nous sommes les mêmes. Cette surparticularisation crée des enclaves. Voilà, donc, les choses se faisant avec beaucoup de lenteur dans les sociétés, il n'y a pas de raison de brutaliser les mouvements. Ça ne marche jamais, ça crée plus de résistance que de mouvement quand on brutalise. Les choses sont en cours. Et je crois, sans lire dans le marc de café, qu'elles ne s'arrêteront plus. La transformation est en cours. La question qui se pose, et je le dis avec beaucoup de respect, c'est qu'à l'échelle d'une vie, c'est trop long. Je pense aux parents, aux enfants qui vivent cela, c'est trop long. Mais dans ce domaine, comme dans tant d'autres, dans le changement d'une société, ceux qui sèment sont rarement ceux qui récoltent. Donc c'est de l'ordre du temps long. Je vous remercie beaucoup.